Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans le 9e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses que je considérais comme étant normales, entre guillemets, je vais revenir là-dessus, mais que je considérais comme étant normales pendant mes troubles alimentaires, alors qu'elles étaient vraiment le signe que quelque chose n'allait pas du tout dans ma relation à la nourriture. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant 7 ans, 8 ans en fait, pour être exact. Et quand je dis normal, je l'ai bien mis entre guillemets parce que, bien sûr, il n'y a rien de normal ou anormal dans notre façon de manger. Par contre, dans le cas des TCA, effectivement, il y a des comportements quand même qui ne sont pas normaux, dans le sens qu'ils sont une grande source de souffrance, qui sont obsessionnels, problématiques, qu'est-ce que vous voulez. C'est ça que j'entends par pas normal ou normal. Là, on est vraiment dans le cadre des troubles alimentaires. On n'est pas dans un jugement de comportement alimentaire et de quel type d'aliments vous mangez, etc. Voilà, c'est pas de ça dont je parle. Petit trigger warning également, on va donc parler de troubles alimentaires. Il y a aussi un trigger warning avec l'hémétophobie, c'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, il y a un passage où je vais mentionner du coup certains systèmes de compensation que j'avais quand j'étais boulimique. Et du coup, ce que je vais faire, vous pouvez très bien écouter en fait le reste de l'épisode. Je vais parler de ça qu'à la fin, et ce que je vais faire, c'est qu'avant d'en parler, du coup, je vous dirai, attention, c'est le passage où les hémétophobes peuvent éventuellement être sensibles. Comme ça, vous pourrez éventuellement couper l'épisode si vous avez trop peur, ou si c'est un trigger pour vous. Sur ce, donc du coup, on va commencer l'épisode. Pourquoi j'ai choisi justement de faire un épisode sur ce sujet ? Parce que je pense que le déni, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, le déni pendant les troubles alimentaires. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, parce que maintenant ça fait quand même plusieurs années que je suis en guérison, et je me rends compte à quel point je justifiais tous mes comportements avec une logique mais tellement improbable, tellement bizarre. Avec le recul, moi, ça me fait sourire, là, quand j'en parle, mais en vrai, je sais que je trouvais des explications... j'essayais de trouver en tout cas des explications rationnelles à ce que je faisais, parce que d'une part, ça me faisait peur, ce que je faisais, et puis après aussi, je ne voulais pas admettre que j'avais un problème, et que je devais potentiellement me faire aider. Et puis, surtout, je ne voulais pas guérir. Tout simplement. Voilà, j'étais dans une phase de mes troubles où je ne souhaitais absolument pas sortir de mes troubles. Et le truc, c'est que c'était un renforcement en permanence, c'était un cercle vicieux, parce que ces comportements que je vais vous décrire après, ils me maintenaient dans ce déni, dans cette mentalité de j'ai pas de problème, je veux pas guérir. Voilà. Du coup, je trouvais intéressant d'aborder le sujet pour lever le tabou déjà sur ces comportements, en parler un peu plus, et puis peut-être que ça parlera à certaines personnes et que ça fera avoir des prises de conscience, ou en tout cas une prise de recul. Donc on va commencer par la première chose qui est la plus évidente, et on va en discuter parce qu'il faut nuancer. Donc une des choses que je faisais et qui était en fait pas normale, qui était vraiment obsessionnelle, c'était compter mes calories, et mes macros d'ailleurs, mais de manière vraiment obsessionnelle, et en plus avec un seuil totalement pas sain du tout, c'est-à-dire que moi le seuil à ne pas dépasser, au départ c'était 1400 calories par jour, puis après il a baissé au fur et à mesure, à 1200, puis j'ai même eu des périodes où il était à 800, 600, enfin c'était n'importe quoi évidemment, et je l'ai compté à la calorie près, et c'était devenu une obsession pour moi, et je l'ai compté uniquement dans le but de maigrir le plus possible, quitte à être affamée, pas bien, malade et tout ce que vous voulez quoi, c'était pas possible. Alors pourquoi je parlais de nuances tout à l'heure ? Parce qu'évidemment je sais qu'on peut très bien compter ses calories et être en bonne santé. Mais moi, je les comptais, enfin, vous voyez le seuil que j'avais, même 1400, c'est pas assez. Et puis bon, 800, 600, n'en parlons pas, hein. C'est clairement pas du tout assez. Mais voilà, je sais qu'on peut les compter en étant à un seuil, on va dire, raisonnable. Je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui comptent leurs macros parce que c'est des personnes qui s'entraînent, qui font du fitness, du sport, de la muscu, tout ce que vous voulez. Je sais que voilà, c'est possible d'avoir une relation saine à la nourriture tout en comptant ses macros, mais c'est vraiment pour moi des cas particuliers. Il y a aussi d'ailleurs le cas de l'anorexie, quand on est en guérison d'anorexie, ça peut être intéressant de compter ses calories pour augmenter progressivement ses apports
Bien sûr, c'est souvent dans le cadre d'ailleurs d'un accompagnement avec un diète ou une diète. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose, je pensais être normal et je pensais que tout le monde le faisait. Je pensais que j'étais pas la seule, enfin que tout le monde avait une application sur son téléphone et rentrait ses petites données du jour, ses petits repas, les portions, tout ça. Moi, c'était quelque chose, si je le faisais pas, je me sentais pas bien du tout, à force. Voilà, j'avais tellement pris l'habitude de le faire, et je pensais que tout le monde était un peu obligé de le faire pour contrôler ses apports, parce que sinon, je pensais que c'était n'importe quoi, en fait, si on calculait pas ses calories. Je pensais que les personnes qui arrivaient à rester minces, entre guillemets, à maintenir un poids que moi je considérais comme normal à l'époque, c'est-à-dire la minceur, que j'idéalisais complètement, je pensais qu'il fallait absolument compter ses calories pour se maintenir à ce poids-là. Donc c'est comme ça que j'ai continué à le faire pendant un certain temps quand même. Autre comportement que je pensais être normal, me peser plusieurs fois par jour, matin, midi et soir, et parfois plus. Des fois, les jours où j'étais chez moi, d'ailleurs, je montais toutes les heures, limite sur la balance, pour voir comment ça changeait. J'étais complètement, complètement obsédée par le poids, le chiffre sur la balance. Et je pensais que c'était normal de se peser autant, en fait. Je sais même plus comment j'ai justifié ça dans ma tête. Je me disais juste, c'est un check-up, quoi, c'est une vérification. Mais plusieurs fois par jour, c'est improbable, ça ne sert à rien en plus. Même une fois par jour, ça ne sert à rien. Et même, je dirais, une fois par semaine, ça sert à rien non plus. Parce que le poids, il varie sur plusieurs semaines, en fait. Je veux dire, oui, vous avez des petites variations de poids, effectivement, de quelques centaines de grammes tous les jours. Mais ça, c'est normal. C'est l'eau, la digestion, enfin, il y a plein de choses. Le cycle menstruel pour les personnes menstruées. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est normal que le poids varie. Par contre, s'il y a des pertes ou des prises de poids, elles se font sur plusieurs semaines. Parce que la régulation des prises alimentaires et du poids, elle se fait sur plusieurs semaines, tout simplement. Elle se fait par la répétition de certains comportements, etc. Enfin bref, voilà, du coup je me pesais plusieurs fois par jour et je trouvais ça totalement logique et normal, alors que ça faisait partie de mes troubles. Troisième comportement qui était absolument pas normal non plus, qui était un signe que vraiment j'avais une obsession pour la nourriture, c'est que je passais mon temps à regarder des photos et des vidéos de nourriture, de recettes, de hashtag food porn, ce genre de choses. Et ce parce qu'en fait, pourquoi j'avais cette obsession-là? Parce que j'avais faim, je pense. Je mangeais pas assez, je mangeais pas ce que je voulais, j'avais énormément de restrictions. Et du coup, je développais forcément une obsession pour ce genre de contenu, photos et vidéos. Et je pensais que c'était normal, que c'était parce que j'étais passionnée, que j'aimais bien la cuisine, etc. Et c'est vrai que c'est un cliché concernant les personnes qui ont des troubles alimentaires. On a souvent tendance à penser que les personnes qui souffrent de TCA n'aiment pas manger ou n'aiment pas la nourriture, alors qu'en fait, on adore ça. Moi, j'adorais manger et j'adorais la nourriture. Et j'étais encore plus obsédée par ça quand j'avais énormément d'interdits. Voilà, donc c'était quelque chose que je pensais être normal. Je pensais que tout le monde était passionné. Je pensais être une foodie, entre guillemets. Vous savez, c'est sur Internet, une foodie, c'est une personne qui adore prendre en photo ses plats, qui adore bien manger, etc. Mais moi, ça allait bien au-delà de ça. C'était devenu une obsession due à la restriction, tout simplement. Autre chose aussi que je faisais beaucoup, c'était vérifier mon corps dans le miroir. Dès que je passais devant un miroir, ou n'importe quelle surface réfléchissante, ça pouvait être chez moi, mais aussi dans la rue, à l'école, parce qu'à l'époque, je faisais mes études d'ingénieur. Dès que je passais devant une vitre ou n'importe quelle surface du type, je checkais mon corps. Mais c'était maladif, quoi. C'était un point où, même devant la vitre d'une voiture où il y avait quelqu'un dedans, je m'en fichais, je checkais mon corps, mon ventre, mes cuisses, etc. J'étais vraiment à ce point. Je voulais checker si j'avais le ventre assez plat, si mes cuisses, il y avait un tight gap, donc un espace entre mes cuisses qui commençait à se former ou pas. Alors que quand j'y repense aujourd'hui, c'était vraiment, encore une fois, quelque chose d'obsessionnel. C'était pas du tout normal de faire ça. Je veux dire, c'est normal de se regarder dans le miroir le matin en se préparant ou en s'apprêtant. Mais moi, je me regardais vraiment avec un regard très dur, très critique. Et c'était tout le temps, vérifier toutes les parties du corps qui, pour moi, représentaient une sorte d'ennemi, en fait, de bout de pâte à modeler à corriger, à reformer correctement. Je voyais vraiment mon corps comme quelque chose à corriger. Et je vérifiais tout le temps, devant le miroir. Je prenais des photos aussi, je me souviens. Je prenais des photos en sous-vêtements pour faire des avant-après.
semaine après semaine. J'ai évidemment tout supprimé, mais ça aurait été intéressant que je garde ça comme une sorte de documentaire, vous voyez. J'ai rien gardé, j'avais même fait des journaux vidéo avec ma webcam, à l'époque où j'étais étudiante, dans ma chambre d'étudiante, où je me levais, je montrais mon corps, je disais voilà, je déteste mon corps, voilà, je dois perdre ce ventre, je dois perdre tant de kilos, etc. Enfin, c'était horrible, horrible. Et quand je suis retombée sur ces journaux, pendant ma phase de guérison, en fait, j'ai tout supprimé. J'étais vraiment dégoûtée de moi-même, de ma violence envers moi-même, et j'ai tout supprimé. Et ça, je pensais aussi, je ne sais pas pourquoi, j'avais une logique dans ma tête, je pensais que ça, tout le monde le faisait. Je pensais que c'était ok de se checker 15 fois par jour dans le miroir. Je justifiais ça, je pense, par rapport aux femmes, entre guillemets, et à la coquetterie, à la féminité. J'étais pas du tout déconstruite à l'époque sur tous ces sujets-là. Maintenant, je le suis un peu, mais à l'époque, fallait absolument que je sois féminine. J'avais une définition de la féminité qui était me mettre en robe, en talons, mettre du maquillage, gna gna. Et je justifiais un peu ce check-up dans le miroir ou les surfaces réfléchissantes par ça, en fait. C'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal ce qui se passait dans ma tête. Je vous dis, il y a vraiment la logique, c'était une logique bien à moi. Donc c'est assez... Et ça me fait tout drôle d'en parler parce qu'avec le recul, je me rends compte que ouais, c'était vraiment une logique très personnelle qui n'était pas logique du tout en fait. Et je me souviens aussi d'autres choses que je faisais, comme par exemple quand on m'invitait au resto et que je pouvais vraiment pas y échapper, et qu'on m'a invité à l'avance, donc que c'était un événement auquel je pouvais pas dire non, en fait. Parce que sinon, j'ai essayé évidemment d'éviter ça le plus possible. Mais quand je pouvais pas éviter, j'allais regarder le menu du resto, mais des jours à l'avance, quoi. Même si c'était 15 jours à l'avance, je le regardais immédiatement, dès que je savais quel resto potentiel ça pouvait être. Et en plus, si je ne savais pas, si on n'avait pas décidé du resto, en général, je poussais mes amis ou mes proches ou mes collègues à choisir un resto assez rapidement. Voilà, j'étais vraiment, pareil, obsédée avec ça, quoi. J'avais un problème de contrôle, clairement. Et je regardais le menu pour pas être en panique le jour du resto. Même si je l'étais quand même un peu, mais ça réduisait un peu mon niveau de panique, parce que je savais déjà quel choix j'allais faire. Et je pensais que, pareil, alors comment je justifiais ça ? Parce que je pensais aussi que tout le monde le faisait. C'était un peu ma logique, hein, à chaque fois, je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment « Ah bah je pense que tout le monde le fait, donc ça doit être normal », enfin, je justifiais ça comme ça, tout le monde le fait. Moi je pensais que tout le monde le faisait et que c'était... Sinon, je comprenais pas comment les gens arrivaient à être sereins ou sereines face à un menu de restaurant, et à manger genre lentement au restaurant, etc. Je comprenais pas comment les gens faisaient. Pour moi, c'est qu'ils s'étaient préparés tout comme moi je le faisais. J'étais persuadée que tout le monde lisait le menu à l'avance, etc. Et donc du coup, j'en ai beaucoup souffert de ça, parce que j'avais un paradoxe dans ma tête. Il y avait un coin de mon esprit où je savais très bien que ce que je faisais était potentiellement pas normal, et un autre côté, une voix qui me disait « Si, t'inquiète, tout le monde le fait ». Mais j'étais en souffrance par rapport à ça parce que j'avais un doute permanent et cette dualité permanente. Et je pense qu'il y avait une partie de moi qui commençait à me dire là, Alizée, c'est peut-être que t'as besoin d'aide. Et une autre partie qui était dans le déni et qui cherchait à justifier tout ce que je faisais par cette phrase typique non, mais tout le monde doit le faire plus ou moins sans en parler, c'est un truc qui doit être normal. Voilà. Il y a aussi le fait que, par exemple, j'étais abonnée à certains hashtags, des hashtags qui mettaient en valeur des corps et le corps mince idéalisé. Justement, par curiosité, je voulais voir, justement par rapport à l'épisode là que j'ai écrit, je suis retournée aller voir un certain hashtag et maintenant il y a un message d'Instagram et c'est quelque chose d'hyper contrôlé parce qu'on sait que ce genre de hashtag et de photos favorise clairement les troubles alimentaires. Et voilà, moi j'étais abonnée à ces hashtags, et pour moi, en fait, ces photos, ces images de corps que je considérais comme étant parfaits, qui étaient en fait très minces, voire maigres, je pensais que c'était normal, et que c'était normal d'avoir une source d'inspiration, parce que pour moi, c'était vraiment ma source d'inspiration. C'était mon objectif, quoi. Je me disais, j'aimerais ressembler à ça, et je pensais également que toutes les autres, notamment toutes les autres femmes, pensaient qu'elles avaient aussi ce type d'inspiration, voilà, et qu'elles allaient aussi sur ces hashtags sur les réseaux. Je pensais que c'était totalement ok, alors que c'était le signe que j'étais vraiment en souffrance dans mon corps. Après, il y avait aussi, par exemple, toujours concernant Internet et les réseaux, j'avais tendance à beaucoup consulter les forums d'associations de troubles alimentaires, et ça c'est trop drôle parce que du coup là on voit mon déni, parce que je
me disais non, j'ai pas de problème, mais je savais quand même que j'avais un problème. On voit la dualité du truc parce que je consultais des forums d'associations de troubles alimentaires pour avoir des techniques pour faire mes crises, me cacher, etc. Donc attention, on arrive dans la partie où je vais parler de choses qui peuvent heurter les personnes hémétophobes ou qui peuvent en tout cas être un trigger si vous êtes hémétophobe. Donc pour la suite de l'épisode, si vous pensez être trigger, je vous conseille d'arrêter là. J'étais dans le déni au point que j'allais donc consulter ces forums pour avoir des techniques pour me purger, tout en me disant dans ma tête que c'était ok de faire des crises de boulimie et de les compenser après en me purgeant ou en jeûnant, etc. J'allais trouver des techniques pour cacher mon comportement tout en me disant que tout le monde le faisait plus ou moins sans en parler. Pour moi, les troubles alimentaires, en fait, ils n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, les personnes diagnostiquées avec un trouble alimentaire, c'était celles qui, entre guillemets, s'assumaient et qui, en gros, avaient été démasquées par les médecins. Et pour moi, tout le monde avait un rapport contrôle-craquage avec la nourriture et le cachait comme un énorme sujet tabou. Et celles et ceux qui étaient diagnostiqués, c'était celles et ceux qui n'avaient pas su le cacher, en fait. Vraiment, c'était ça ma logique. Vous voyez la logique improbable. Justement, une dernière chose dont je voulais parler, c'est le fait de me purger, donc de me faire vomir après mes crises. Je pensais que ça aussi, ça rejoint à ce que je viens de vous dire, hein. Je pensais que tout le monde le faisait en cachette et que les personnes qui se faisaient choper, entre guillemets, on l'a diagnostiqué avec des troubles alimentaires. Et je pensais que les médecins n'étaient pas au courant qu'en fait, c'était un truc que tout le monde faisait. Enfin, là, franchement, ça part vraiment... J'étais dans un délire, c'est pas possible, quoi. Mais avec le recul, je sais que je faisais ça en quelque sorte aussi pour me protéger et... pour pas affronter la réalité en face, la réalité que j'avais une maladie mentale, que les TCA, c'est une maladie mentale, et non, tout le monde ne se purge pas. Voilà, ce n'est pas un comportement sain avec la nourriture. Et dans ma tête, j'en étais pourtant persuadée. Je pense que quand j'ai commencé à me purger, la première fois, je me suis fait vraiment peur. Je me suis dit là, tu rentres dans un autre niveau de la maladie. Parce que, encore une fois, hein, je vous dis, hein, je savais que j'étais malade, mais en même temps, je le savais pas. Enfin, c'était très dissocié. Pour moi, me purger, c'était vraiment le signe que ça n'allait plus du tout et que je m'enfonçais dans la maladie. Et j'avais tellement peur de ça que j'ai trouvé la justification la plus improbable. Voilà. Donc, c'était pour vous résumer un peu tous les comportements que je pensais être sains avec la nourriture et le corps, et qui en fait étaient des signes de mes troubles. J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus, si vous vous identifiez un peu dans ce que je dis, si vous êtes passé aussi par des troubles alimentaires sévères. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous cet épisode ou ce podcast, peut-être pour faire ouvrir les yeux à certaines personnes, peut-être aussi pour sensibiliser, parce que je pense que c'est dur aussi pour les proches, la famille, les amis, de déceler les TCA chez quelqu'un et d'aider une personne qui a des troubles. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un épisode de podcast aussi. Je pense que le fait d'être sensibilisé sur ces signes, sur ces symptômes, sur ces comportements, ça peut permettre d'avoir une meilleure approche quand on a soi-même des TCA ou qu'on pense qu'une proche ou un proche est atteint de TCA. Je trouve que voilà, ça peut aider quand même à prendre du recul et à adapter ses discours et ses comportements dans ces cas-là. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à donner une note de 5 étoiles à ce podcast, notamment si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. J'espère aussi recevoir plein de petits messages parce que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce type d'épisode. Je sais que c'était un peu plus personnel et un petit peu plus sérieux que d'autres épisodes que j'ai pu faire avant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas, ou si vous tapez Alizé Perrin aussi sur Instagram, Facebook, vous allez me trouver. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.